Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour l'activité Les habits neufs du libre-échange. Un grand merci de vous être déplacés. Alors ce soir, on a la crème de la crème dans le public. C'est super. Rapidement, en fait, pour vous mettre en contexte, moi, je travaille pour les Amis de la Terre de Québec. Donc, les Amis de la Terre, on est un organisme à but non lucratif qui travaille en environnement, donc dans la défense des droits et dans l'éducation relative à l'environnement. On a présentement 3 comités bénévoles, si jamais ça peut vous intéresser, qui sont actifs. Donc, un en décroissance, un en gaspillage alimentaire et l'autre en agriculture, alimentation et santé. Donc, 3 comités actifs qui travaillent présentement sur des projets relatifs, en lien avec soit le gaspillage alimentaire, donc pour les frigos communautaires. En agriculture, on travaille sur un guide de permaculture. Et en décroissance, le sujet de la simplicité volontaire et des crypto-monnaies est également abordé. On a également un comité simplicité volontaire représenté par Dominique Beaulieu ici, effectivement. Donc, avec qui on a plusieurs activités en fait d'organiser, dont des cafés philo et des cercles de discussion. Si jamais vous désirez en savoir davantage, n'hésitez pas à venir me voir après la conférence. Je vous parle quand même de 2 activités qui s'en viennent prochainement. Donc, rapidement, en fait, on a le jeudi prochain, à la Bibliothèque Gabriel-Roy, on a un film. Donc, c'est une soirée, projection et discussion. Et le sujet qui sera abordé sera l'extractivisme, donc les mines. Le film s'appelle Malartic. Donc, on aborde en fait littéralement la mine Malartic et les enjeux sociaux et environnementaux reliés à cet espace très, pardon? Très vide, oui, effectivement, ce grand trou. On va l'appeler comme ça. Ensuite, prochainement, on a mardi le 17 décembre, on a notre souper partage de Noël. Donc, ça, c'est vraiment une belle soirée, franchement, pour tous les membres des Amis de la Terre et leurs amis. On fait un gros potluck, donc un gros souper partage. Tout le monde amène un petit quelque chose, un petit repas végétarien. On se partage ça, puis c'est vraiment une belle soirée d'échange, de discussion avec tous des gens qui sont, comme vous ici ce soir, très impliqués dans les dossiers environnementaux et sociaux, et même politiques en soi. Donc, vous êtes les bienvenus. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre... Ah, oui. Ah, le 6 décembre, on a un café philo, effectivement. Merci, Dominique. On a un café philo à la librairie La Liberté, qui est située sur le chemin Sainte-Foy, sur de l'Église. Alors, ce soir, les habits neufs du libre-échange, donc les accords libre-échange, qu'en est-il aujourd'hui? Faut-il le combattre ou l'accepter? On a M. Claude Vaillancourt avec nous ce soir. Donc, Claude est un auteur, un essayiste et il est également président de l'organisme ATTAC. Donc, on va y aller directement comme ça. Je vous laisse la parole à vous. Merci. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier les Amis de la Terre de l'invitation. Je pense que ATTAC Québec et les Amis de la Terre, on partage beaucoup de choses. On est 2 associations qui avons les mêmes valeurs. On n'a pas tout à fait le même champ d'activité, heureusement, hein, mais on est très complémentaires. Et quand les Amis de la Terre nous invitent, ben, c'est sûr qu'on dit oui, ça c'est sûr, il n'y a même pas de discussion possible. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler du libre-échange. Alors, le libre-échange, c'est un sujet dont on parle plus ou moins selon l'actualité, mais là, l'actualité fait qu'on en parle énormément. Hein, depuis hier et avant-hier, plus spécifiquement, quand Trump nous dit qu'il va y avoir 20 de tarifs sur tous les produits canadiens, c'est énorme, là. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? J'espère que l'information que je vais donner va faire quelques lumières là-dessus. Bon, d'abord, actuellement, on est lié par des grands accords de libre-échange. Alors, les principaux, c'est l'ASCG avec l'Union européenne, le PTGPT, hein, c'est des noms assez compliqués. Ça, c'est l'accord transpacifique avec à peu près 11 pays de la zone du Pacifique, et la CUM, c'est accord Canada, États-Unis, Mexique, celui dont on parle le plus actuellement. Mais aussi, le Canada a signé un nombre important d'accords bilatéraux, ça veut dire seulement 2 pays, et aussi le Canada est membre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est aussi
vise à répandre le libre-échange, si vous voulez, à travers la planète, puisqu'il y a un nombre très, très important de pays qui sont membres de l'OMC. Alors, quand on négocie un accord de libre-échange, ce que les gouvernements nous disent, ce qu'ils disent aussi dans tous les pays, c'est que c'est comme ça, un beau bouquet de fleurs, hein? C'est un beau cadeau qu'on vous fait, tout va mieux aller, l'économie va mieux aller, le travail va mieux aller, donc on se retrouve dans une situation où vraiment on vous offre quelque chose qui est vraiment difficile à refuser. Mais par contre, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est que le contenu d'un accord de libre-échange? Je ne sais pas si vous êtes allé voir, il y a très peu de gens qui connaissent ça. Puis quand on lit ça, on a parfois plus l'impression que c'est du chinois, hein? Évidemment, pour les gens qui ne parlent pas chinois comme moi. Alors, on a l'impression que c'est du chinois, quoique ça s'améliore actuellement. Les derniers accords, la dernière génération, sont plus lisibles, sont plus compréhensibles. Mais il y en a certains, je vous dis, les comprendre, c'était vraiment quelque chose. Donc, c'est en autre mot, accepter quelque chose dont on ne comprend pas trop le contenu, finalement. Si vous demandez à des gens qui ne sont pas des experts de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans les accords de libre-échange, bien, les gens vont avoir beaucoup de difficultés à le faire, même des gens qui ont des formations dans des domaines comme sciences politiques et économie. Alors, ces accords nous concernent. On a l'impression, ben oui, c'est ça, c'est loin de nous, hein? Ce n'est pas des affaires dont on va se préoccuper. On va se préoccuper de ce qui se passe autour de nous, mais finalement, ce n'est pas vrai parce que ça a des conséquences directes sur l'accès aux biens et services. Tout ce qu'on consomme. Hein? Alors, on dit par exemple que les fameux tarifs que Trump veut imposer, ça va créer une vague d'inflation massive aux États-Unis et aussi au Canada par effet de rebond. Ça, c'est les économistes qui nous le disent. Puis moi, je peux vous dire que c'est probablement ce qui va arriver. Donc, vous voyez que ce qu'on décide dans le commerce international, quoi que vous allez me dire, les tarifs, ce n'est pas du libre-échange. C'est vrai, c'est le contraire du libre-échange, mais ça reste quand même dans une logique de commerce international qu'il faut, comment je pourrais dire, réglementer ou ordonner d'une façon quelconque. Donc, accès aux biens et aux services, l'environnement et notre capacité à le protéger. Vous allez voir, je vais revenir là-dessus parce que ça a des effets bel et bien réels sur l'environnement. Ici, aux Amis de la Terre, vous êtes particulièrement préoccupés par ça, mais ça a des effets. Ça a des effets aussi sur l'agriculture. Ça aussi, c'est des effets énormes. On en parle toujours de l'agriculture lorsqu'on parle des accords de libre-échange. Sur les services publics ont longtemps été une des cibles les plus importantes, je vous dis, dans les négociations des accords de libre-échange, mais il y a eu tellement de protestations, il y a eu tellement de résistance qu'actuellement, c'est moins le cas, mais ça reste toujours dans l'air. Le droit de propriété intellectuelle, je vais revenir là-dessus un petit peu là-dessus. La culture, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Le commerce électronique, c'est une des principales cibles. On cherche un petit peu maintenant comment intégrer ça dans les accords de libre-échange. Et d'une manière plus globale, c'est une question de démocratie, parce que les accords de libre-échange ont des effets réels. Si on change de gouvernement, est-ce qu'on peut changer l'accord de libre-échange? Si on n'est pas d'accord, est-ce qu'on a une prise sur ça? Alors, c'est des questions qu'on peut se poser. Et en général, les accords de libre-échange ont tendance à se placer au-dessus des gouvernements, c'est-à-dire peu importe qui on élit, eh bien à ce moment-là, l'accord va rester et les nouveaux gouvernements mis en place, même s'ils ne sont pas d'accord avec l'accord négocié, bien, ils vont être quand même pris avec. Donc, c'est comme ça qu'on parle de démocratie à travers les accords de libre-échange. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la mentalité des accords commerciaux, des accords de libre-échange? Bien, c'est la mentalité de tout au marché. Alors, les accords de libre-échange vont apparaître dans les belles années du néolibéralisme. Les premiers accords de libre-échange importants sont signés dans les années 1990, à une époque où on se disait que, dans le fond, il faut laisser l'économie le plus libre possible. Plus on met d'obstacles aux échanges commerciaux, moins c'est une bonne chose. Alors, c'est évident que dans cette logique-là, c'est l'investisseur qui prime. Dans un accord de libre-échange, dans un accord commercial, on se demande c'est qui la personne la plus importante, mais c'est l'investisseur. Donc, on va tout faire pour des gens qui veulent investir, mais investir dans le commerce international. On ne parle pas des petits investisseurs dans l'économie locale, on parle de grands investisseurs qui ont des projets pour exporter des produits ou en importer. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on fait des accords et son bonheur sera celui de tous les autres. Donc, on dit, si les investisseurs vraiment peuvent se lancer dans le commerce comme ils le veulent, bien, ils vont s'enrichir. Puis cet enrichissement-là
va se répandre sur l'ensemble de la population. C'est la fameuse théorie du ruissellement dont on sait aujourd'hui très bien qu'elle est fausse. On sait que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de répartition, il n'y a pas de mécanisme de répartition de la richesse dans une société dans laquelle on va développer le libre-échange. Alors, on dit que le marché doit subir le moins de contraintes possibles et c'est vraiment pensé, comme je disais tout à l'heure, comme je viens de le dire, sur la grande industrie qui a des produits qu'il veut exporter. Et c'est ça qu'on va favoriser, c'est ça qui va être important. Et si on a à choisir entre une petite entreprise locale puis une entreprise qui a un potentiel d'exportation, c'est très clair qu'on va tout faire pour la deuxième et non pas la première. Alors, le libre-échange s'est imposé en disant qu'on n'a pas le choix. Finalement, c'est quelque chose qui doit arriver parce que c'est la meilleure chose possible. Et on va opposer deux choses qui sont complètement contrastées. C'est la liberté et les échanges, qui, dans le terme libre-échange, est un terme très bien pensé pour ça. Qui est contre la liberté? Est-ce que quelqu'un est contre la liberté ici? Personne. Est-ce que quelqu'un est contre les échanges? Personne. Hein? Donc, c'est quelque chose qui semble très bien. C'est très difficile de s'opposer. C'était très difficile, je peux vous dire, de nous opposer au libre-échange pendant les années antérieures parce qu'on disait, regardez, qui est contre ça? C'est comme une belle journée ensoleillée. Et par contre, qu'est-ce qu'on opposait à ça? Bien, c'est le protectionnisme, hein, qui devient une espèce de réflexe mesquin de garder les choses pour soi et de ne pas vouloir rentrer dans cette espèce de grande mondialisation, cette grande communauté internationale. Et l'autarcie, on disait à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que, est-ce que c'est bon que notre société se suffise à elle-même dans une absence totale d'échange? Et il y avait vraiment cette espèce de position qui était comme une protectionniste et autarcie, comme une triste et sombre journée de pluie. Hein? C'est vraiment ça qu'on opposait. Maintenant, avec Donald Trump, il vient tout changer la donne en rétablissant, en voulant rétablir les trafics, les tarifs, pardon, excusez-moi. Et pourquoi on est arrivé là? Bien, on est arrivé là à cause de l'échec du libre-échange. Parce que, évidemment, ces années et ces années de libre-échange, ce dont on s'est rendu compte, finalement, c'est que, premièrement, les promesses ne se sont pas réalisées et que les conséquences sur l'ensemble de la population, sur la classe moyenne, sur les gens les plus pauvres, sont des conséquences vraiment graves. Hein? Et on va voir à quel point ça va avoir des effets que nous, on avait annoncés. Hein? Parmi les gens qui s'opposent au libre-échange depuis des années, on savait que ça arriverait, mais en fait, qu'on ne voulait pas voir peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est que les effets négatifs du libre-échange? C'est un accroissement flagrant des inégalités. C'est très, très fort. Si vous regardez les indicateurs d'année en année, hein, Oxfam va sortir son rapport quelque part au mois de janvier, et il y a toujours une minorité toujours plus petite d'individus qui ont toujours de l'argent par rapport à l'ensemble de la population. Il n'y a pas d'effet de distribution de la richesse dans le libre-échange, et ça, c'est une source profonde de frustration qui est parfaitement compréhensible. Donc, accroissement des inégalités, et d'année en année, jamais on apprend de ça, jamais on établit des mécanismes de distribution de la richesse, on accepte ça, on dit c'est comme ça, et avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. Le libre-échange, ça développe aussi une concurrence entre les travailleurs et les travailleuses. On dit, oui, mais s'il n'y a pas de libre-échange, il va y avoir une guerre, il va y avoir des guerres commerciales. Et là, on parle avec Trump de guerre commerciale, mais avec le libre-échange, il y a une guerre commerciale des riches contre les pauvres. Hein, parce que qui va avoir un contrat intéressant pour, je ne sais pas, pour une manufacture quelconque, dans la logique du libre-échange, où chaque entreprise peut s'installer dans le pays où elle veut, dans les conditions qu'elle veut, ben, c'est des gens qui vont accepter de travailler pour les salaires les plus bas, dans les pires conditions de travail. Et ça va créer des zones industrielles comme les maquiladoras au Mexique, où les conditions de travail sont absolument épouvantables, où on va produire les produits à des coûts très, très bas et qui va permettre des profits très, très élevés pour les actionnaires, toujours, et les patrons d'entreprise. Alors, cette concurrence est négative. Pourquoi? Parce que c'est un abaissement systématique des conditions du travail, non seulement dans les pays du Sud, où on va pouvoir exploiter plus facilement les gens, mais dans les pays du Nord,
où les gens subissent les effets des délocations. Ils perdent leur emploi. Pourquoi? Parce que leur compagnie va s'installer dans un autre pays où ils vont pouvoir produire à moindre coût. Donc ça, c'est un effet très, très fort du libre-échange sur lequel je vais revenir. Dégradation de l'environnement, ça c'est très clair que depuis qu'on a mis en place, c'est-à-dire ces accords de libre-échange, l'environnement s'est dégradé de manière significative. Dans ce contexte d'ultralibéralisme, faire des lois qui vont protéger l'environnement, ça devient extrêmement difficile et les entreprises vont beaucoup s'attaquer à des lois environnementales. Je vais revenir sur ça aussi un petit peu plus tard. Montée en puissance des multinationales. Alors, si les lois sont limitées, si on les laisse agir librement dans une logique de libre marché, bien, ça fait des compagnies qui vont devenir ultra puissantes. Et l'exemple le plus flagrant de ça, c'est les GAFAM. Les GAFAM qui sont nés, qui sont apparus comme entreprises dans un monde de déréglementation, dans un monde de libre-échange. Eh bien, ça a créé des espèces de monstres qu'on connaît actuellement et qui sont totalement hors contrôle actuellement. Les gens essayent de faire des lois, de trouver des moyens pour que on puisse les réglementer. On se rend compte à quel point c'est difficile. Mais ils sont nés dans une période extrêmement avantageuse pour elles parce qu'on avait cette logique de libre marché, de libre-échange, de libéralisation d'à peu près tout. Accentuation des crises économiques, donc ça n'a pas créé la stabilité économique qu'on nous a fait croire que ça aurait. Donc, nombre de crises économiques qui sont succédées depuis qu'on a mis en place le libre-échange, dont la pire, celle de 2007-2008, où on avait complètement déréglementé les banques, hein, et ça a donné la catastrophe, bien sûr, annoncée. Un affaiblissement de la démocratie, j'en parlais tout à l'heure, et ce qui est un petit peu ironique, on dit tout le temps le libre-échange, c'est bon pour relancer l'économie. Alors, ça nous prend des accords économiques parce que l'économie stagne, puis si on fait ça, bien, ça va donner une espèce de poussée aux entreprises qui vont permettre une croissance généralisée. Même pas. Hein, même pas. Je suis sûr qu'ici, on n'est pas pour la croissance, mais c'est un argument qu'ils ont toujours donné, mais ça ne marche pas, cette espèce de croissance qui va profiter à tout le monde selon ce principe-là. Donc, l'échec du libre-échange, il est vraiment flagrant et on en subit les conséquences aujourd'hui. Hein? Alors, l'insatisfaction des populations, elle va les jeter dans les bras de l'extrême droite. Ça, c'est quelque chose, j'avoue, qu'on n'avait pas prévu. Alors, vous avez 4 magnifiques personnes qui sont à la tête de pays à l'extrême droite. J'ai choisi des photos où ils ne sont peut-être pas à leur meilleur, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça révèle aussi des choses sur ce qu'ils et ce qu'elles sont. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une analyse qui est répandue aussi bien à gauche, mais aussi chez les gens de droite. Pourquoi il y a cette montée de l'extrême droite? Eh bien, c'est une frustration qui est parfaitement compréhensible de la classe des travailleurs, de la classe moyenne, de la classe ouvrière, qui ont perdu tellement de choses ces dernières années, hein, qu'il y a une colère qui se manifeste en eux et en elles, et au moment de voter, ben, on va se tourner vers des gens qui vont représenter une espèce de révolte antisystémique, même si ça se retourne contre eux, hein, parce que finalement, les mesures que Trump va prendre, qui vont être les premières victimes de ça, mais c'est les gens qui ont voté pour lui. Hein? Mais cette espèce de déstabilisation, de perte de confiance et de perte aussi de pouvoir d'achat, d'une certaine manière, de la classe moyenne, cette espèce de frustration de voir une élite qui est toujours plus riche, toujours plus forte, toujours plus puissante, alors que les gens en arrachent de plus en plus, ben, ça crée cette espèce de réaction, de rejet total du système qui va profiter malheureusement à l'extrême droite et qui ne changera absolument pas la condition des gens. Si vous regardez ce que fait Milei en Argentine, ce que promet de faire Trump, c'est tout simplement catastrophique. Des gens vont souffrir juste plus. Mais c'est cette situation absurde qui va faire que les gens vont quand même voter pour ces personnes-là qui ont été élues d'une façon parfaitement démocratique. Il n'y a pas de coup d'État derrière ça. C'est des gens qui ont accepté. Pourquoi? En s'imaginant qu'eux seraient mieux. Donc, ça crée cette espèce de situation. C'est des années de libre-échange qui ont créé ça, cette satisfaction, ce sentiment de perte, hein, qui va faire qu'on va se jeter dans les bras de ces politiciens, de ces politiciennes
qui ne régleront surtout aucun problème qu'ils vont identifier. Donc, le libre-échange, dans les accords de libre-échange, il y a deux objectifs. Alors, premier objectif, c'est éliminer les tarifs, ce dont on parle beaucoup actuellement parce qu'on parle de les remettre en place. Hein. Enfin, Trump, et si le président des États-Unis le fait, si les États-Unis le font, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs autres pays qui vont le faire. Alors, c'est quoi les tarifs et comment est-ce qu'on peut considérer ça dans une vision de libre-échange? Mais c'est très clair qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'on s'est dit que les tarifs, finalement, qui font que les pays vont mettre une taxe sur les produits qui rentrent au pays, bien, ce n'est pas bon pour le commerce international. C'est ça qu'on s'est dit. Donc, on va s'arranger pour en éliminer le plus possible pour faciliter la circulation des produits. Les services, c'est arrivé plus tard, mais là, on parle des produits essentiellement. Donc, tous les produits industriels, les produits agricoles, tout ce qui circule d'un pays à l'autre, eh bien, à partir de 1948, avec le GATT, l'Accord général sur le commerce, sur les tarifs douaniers et le commerce, donc on va se concerter d'une manière internationale de façon à éliminer le plus grand nombre de tarifs possibles. Et ça va avoir lieu jusqu'à la création de l'OMC en 1994, et l'OMC va continuer encore d'éliminer le plus grand nombre de tarifs à travers le monde. Et chaque fois qu'on signe un accord de libre-échange aussi, on essaye de limiter, de réduire les tarifs. Alors, cette demande d'élimination de tarifs, c'est important de savoir qu'elle est demandée par des pays qui ont longuement profité du protectionnisme. En d'autres mots, les entreprises américaines, européennes, canadiennes, tous les grands pays du Nord, les grandes puissances industrielles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont protégé leurs entreprises. Par exemple, IBM aux États-Unis a profité d'énormément de contrats publics qui n'étaient pas accessibles aux étrangers. Donc, les grandes compagnies, c'est comme ça qu'elles se sont développées. Une fois qu'elles sont rendues tellement puissantes, ce qu'elles ont demandé, c'est à leur État d'ouvrir les frontières parce qu'à ce moment-là, on est rendu tellement gros qu'on est comme à l'abri de la concurrence. On va pouvoir écraser les autres d'une certaine manière. Et c'est ce qui est arrivé quand on a ouvert les marchés. À quoi ça a profité? Ça a profité essentiellement aux multinationales qui avaient été protégées, qui n'étaient pas encore des multinationales à ce moment-là, mais qui étaient suffisamment fortes sur une base locale pour pouvoir profiter à ce moment-là du marché international. Donc, c'est le contexte historique dans lequel l'élimination des tarifs s'est faite. Aujourd'hui, c'est très avancé. Donc, les tarifs sont vraiment éliminés dans la majorité des produits qui passent d'un pays à l'autre. Eh bien, en général, les tarifs sont soit complètement absents, soit il n'y en a pas, ou soit ils sont très, très minimaux que finalement sont tellement bas que ça ne fait pas tellement une grande différence. Et quand on a négocié, par exemple, l'accord entre le Canada et l'Union européenne, on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment plus de tarifs à négocier, que dans le fond, ils étaient éliminés à peu près partout. Alors, la question qu'on peut se poser des tarifs, est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon? C'est la grande question qu'on se pose actuellement. Bien, les tarifs, ça peut être bon, comme ça peut être pas bon. Quand c'est deux économies équivalentes et qui ont des produits à faire circuler d'un pays à l'autre, l'absence de tarifs, c'est effectivement bon pour l'économie, pour la fluidité des échanges. On n'y voit pas de problème, en tout cas. Mais par contre, les tarifs, ça peut être très bon pour protéger ce qui est le plus fragile. Par exemple, au Québec, on a une production laitière importante. Alors, on a besoin de tarifs pour pouvoir développer un système qui est le nôtre, qui s'appelle la gestion de l'offre, dont vous avez certainement entendu parler. La gestion de l'offre sans imposition de tarifs, sans qu'on charge un montant très, très élevé, tellement élevé sur les produits laitiers qui viennent d'un autre pays. Si on n'a pas ça, ce montant très, très élevé, ça veut dire qu'on va se faire envahir par des produits laitiers de pays où la fabrication de produits laitiers coûte moins cher et avec ce qui va se passer en conséquence, c'est tout l'effondrement de notre secteur agricole qui dépend énormément de ça et nos campagnes qui vont se vider, etc. Donc, les conséquences vont être énormes. On a besoin de tarifs pour ça. On a besoin de tarifs aussi pour pénaliser les mauvaises pratiques commerciales, qui est absolument inexistant aujourd'hui. Les produits qui nous viennent du Ouïghour en Chine, puis ça, sont identifiables. Ce n'est pas vrai qu'ils ne sont pas identifiables. On est capable de les identifier
bien, imaginez si on avait des tarifs puissants pour ça, pour les bloquer, bien, à ce moment-là, on pourrait envoyer comme message que ce qui est fait dans le travail produit, les produits du travail forcé, les produits qui sont faits dans des conditions qu'on juge inacceptables, eh bien, on les bloque à la frontière par des tarifs. Hein. Donc, on voit que ça a quand même une bonne utilité parfois. Donc, le tarif, c'est un outil qui est aux mains des États pour aider les plus faibles, pour aider l'économie locale, pour toutes sortes de choses qui sont utiles, et aussi pour pénaliser donc des mauvaises pratiques. Avec Trump, par contre, c'est n'importe quoi. Hein. Ce qu'il propose, c'est hallucinant de, ce que je peux dire, le mot de bêtise et d'inconséquence. Hein. Pourquoi? Parce que, premièrement, il dit que les tarifs, c'est pourquoi? Bien, c'est parce qu'on ne combat pas assez la drogue, l'exploitation du fentanyl et le contrôle des frontières. Mais là, on mélange deux choses qui n'ont pas rapport. Hein. Des opérations de police et des opérations commerciales, ça n'a juste pas de lien. Hein? Puis ce n'est pas parce qu'on impose un tarif que la police va nécessairement mieux agir contre. Bref, c'est une absurdité totale et c'est des tarifs tellement brutaux, tellement élevés que c'est clair que ça va créer un déséquilibre économique majeur et qui va avoir un effet d'inflation extrêmement important, comme je disais tout à l'heure. Donc, les tarifs, ce n'est pas oui ou non, ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein? C'est parfois oui, parfois non. C'est tout. Hein? Et on a tendance souvent à caricaturer, à dire protectionnisme versus libre-échange. Attention, il y a toute une zone entre les deux hein, qui permettrait d'avoir une bien meilleure gestion de la circulation des produits et services. Donc ça, c'est le premier objectif du libre-échange. Deuxième objectif, c'est la déréglementation. Les tarifs, on appelle ça les barrières tarifaires. Alors, on a la déréglementation, on appelle ça les barrières non tarifaires. Donc, ça veut dire ce qu'on considère comme des obstacles au commerce, mais qui ne sont pas de l'ordre du tarif. Alors, qu'est-ce que sont les obstacles au commerce qui ne sont pas de l'ordre du tarif? C'est des lois. Donc, des lois qui sont vues comme, et c'est identifié tel quel, soit comme des obstacles au commerce. Si vous avez tel et tel règlement pour protéger l'environnement, ben moi, mon entreprise, ça m'emmerde. Hein? Alors, je demandais d'éliminer cette réglementation environnementale qui fait que ça me coûte plus cher et puis que ça réduit mes profits. Obstacle au commerce. Ou encore protectionnisme camouflé. Dans les fantasmes des entreprises, souvent, si un gouvernement passe une loi justement pour protéger l'environnement, pour protéger les conditions de travail, dans le fond, hein, c'est de la mauvaise foi, c'est une espèce de protectionnisme, il veut juste protéger son entreprise. C'est une manière de contourner les accords de libre-échange, nous disent-ils, comme s'il n'y avait pas de bonne réglementation pour le bien commun et pour l'ensemble de la population, comme si ça n'existait pas. Ça vous montre à quel point l'esprit, la cupidité peut aller loin dans la conception du monde en général, la conception de la loi en général. Donc, c'est pour ça qu'il faut déréglementer, enlever le plus grand nombre de règlements possibles. Et quand je vous disais la négociation des accords de libre-échange, quand je vous disais oui, c'est des tarifs, ça c'est fait. Hein, il n'y en a quasiment plus de tarifs. Ça veut dire que dans la nouvelle génération des accords de libre-échange, qu'est-ce qu'on s'occupe principalement? C'est de déréglementer. On s'attaque aux réglementations. Donc, les grands accords dont je vous parlais, c'est s'attaquer aux réglementations. Une exception notable, hein, quand les grandes entreprises ont besoin, se rendent compte que des lois sont utiles pour qu'elles aient plus de profit, bien là, ils vont pousser dans ce sens-là. Et là, c'est là qu'on va faire appel au concept de propriété intellectuelle. Alors là, on va demander tout à coup aux États d'agir et de prolonger la propriété intellectuelle. Ça se fait dans deux secteurs surtout. Premièrement, le secteur des médicaments. Et je peux vous dire que tous les accords de libre-échange négociés dernièrement ont comme objectif de retarder le moment où les médicaments génériques vont arriver sur le marché. Et on sait que les médicaments génériques, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Exactement la même chose pour beaucoup moins cher. Donc, les grandes multinationales qui font des médicaments de marque, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est une prolongation de cette période où elles sont propriétaires, hein, ou propriété intellectuelle. Disons, la propriété intellectuelle du médicament, c'est des sommes hallucinantes de profit.
Dans le domaine de la culture aussi, actuellement, on demande de protéger les droits d'auteur. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple, Walt Disney se fait énormément d'argent avec Mickey Mouse puis Donald Duck. Hein? Puis à partir du moment où les droits d'auteur vont se terminer, parce que M. Walt Disney est mort depuis X années, bien, ça veut dire que tout ça, ça vient dans le domaine public. Ça veut dire que n'importe qui a le droit d'utiliser Mickey Mouse puis Donald Duck. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, Disney ne se fait plus d'argent avec ça. Donc, pour les grands produits culturels extrêmement rentables, les produits de Walt Disney, on imagine aussi Harry Potter et quelques auteurs, ce n'est pas beaucoup d'artistes là, qui sont visés, ce n'est pas beaucoup d'artistes qui font énormément d'argent avec leur œuvre une fois qu'ils sont morts. Bien, ça intéresse tellement l'industrie qu'ils vont faire des pressions très, très importantes pour prolonger aussi le droit d'auteur pendant des années et des années. Donc là, pour ça, quand ça rapporte des profits, bien là, on se rend compte que pour ça, ça vaut la peine à ce moment-là de réglementer. Mais disons que la tendance est la déréglementation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour assurer que la déréglementation se fasse? Bien, dans les accords de libre-échange, on va négocier de la déréglementation, on va cibler des lois, on va demander au gouvernement, on les enlève. Et pour s'assurer que ça fasse bien, ça se passe bien, bien, on va avoir recours à ce qu'on appelle le règlement des différends entre investisseurs et États. Alors ça a l'air compliqué, mais ça, vous en avez sûrement entendu parler parce que les opposants du libre-échange ont mis ça beaucoup, beaucoup en évidence. Eh bien, on va créer des tribunaux d'arbitrage privés, donc ce n'est pas public, c'est privé, qui permettent aux entreprises de poursuivre les États. C'est à sens unique. Hein? Seules les entreprises peuvent poursuivre les États à travers ces tribunaux-là, donc qui permettent aux entreprises de poursuivre les États, et si une réglementation ne leur convient pas. Alors, et puis qu'est-ce qu'on va déterminer? Bien, le coût de la poursuite, c'est le coût que les profits dans la tête de la compagnie, le coût que les profits vont se faire. Par exemple, hein, ici, il y a une compagnie, une poursuite actuellement, une compagnie qui s'appelle Rudy River. Hein, c'est une compagnie américaine qui avait intérêt dans le fameux GNL, le gazoduc qu'on a voulu faire. Hein. Alors, ils se sont rendus compte qu'avec ça, ils pouvaient se faire des milliards de dollars actuellement. Mais là, c'est la dernière poursuite de l'ALENA. Ils poursuivent le gouvernement canadien parce que le gouvernement du Québec leur a empêché de faire leur foutu gazoduc dont personne ne voulait au Québec. Hein, parce que c'est ça aussi pourquoi ce projet est tombé. C'est parce que les gens n'en voulaient pas, parce qu'on voyait les inconvénients de ça. Mais ils vont dire, attention, vous nous privez de profit, eh bien, à ce moment-là, vous allez nous rembourser le montant qu'on se serait fait si ça avait eu lieu. Donc, c'est comme ça, c'est ça qui détermine le montant. Derrière ça, il y a toute une industrie d'avocats qui font énormément d'argent par ces poursuites et qui ont tout à fait intérêt, le tribunal a tout à fait intérêt à faire gagner les compagnies. Pourquoi? Parce que s'ils perdent trop souvent, bien à ce moment-là, les gens n'utiliseront plus ces tribunaux d'arbitrage et à ce moment-là, ceux qui vont perdre leur emploi, ils vont perdre beaucoup, beaucoup leur argent. Donc, en d'autres mots, c'est un système qui fait que plus on en fait, plus on donne la victoire aux entreprises, plus on reçoit de l'argent. Donc, imaginez, c'est vraiment ça, quelque chose d'assez tordu. Donc, ces tribunaux d'arbitrage, non seulement il va y avoir un nombre de poursuites assez importantes, une autre poursuite qui nous a touché au Québec, c'est Lone Pine, c'est ça, qui poursuivait le gouvernement canadien. Pourquoi? Parce qu'on a voulu empêcher l'exploitation du pétrole et de gaz de schiste dans le Saint-Laurent. Alors, on nous a poursuivis pour 200 millions de dollars. C'est une petite poursuite comparée aux autres, mais quand même, ça nous montre un petit peu qu'est-ce que c'est. Des poursuites comme ça, il y en a des centaines à travers le monde. Hein. Donc, il y a même des fonds spéculatifs qui, comment je pourrais dire, vont acheter des poursuites, en d'autres mots. Okay? Ils demandent une compagnie de poursuivre, puis nous, on va acheter la poursuite, puis on va récolter l'argent que vous aurez. Donc, c'est rendu aussi impliqué dans le système financier. Et ça peut faire énormément de pression sur les États. Un État, par exemple, qui veut passer une réglementation, je vais vous donner l'exemple, le Togo, un exemple qui est vraiment réel, qui a voulu passer des règlements contre la cigarette, okay? Parce qu'évidemment, la cigarette, c'est mauvais. Eh bien, qu'est-ce que va faire une des grandes compagnies de cigarettes? Envoie un petit
lettre d'avocat au gouvernement du Togo. Si vous passez cette loi, on vous poursuit. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet dissuasif. On va se servir de ça pour menacer les gouvernements. Et un gouvernement qui n'a pas beaucoup d'argent, qui va être pris dans une poursuite de plusieurs millions, centaines de millions de dollars pendant des années, eh bien, qu'est-ce que va faire le gouvernement du Togo? Il va dire, OK, d'abord, on ne la passera pas la loi, et on sait que ça se fait à une échelle assez importante. Donc, ce règlement des différends entre investisseurs et États, c'est un des principaux problèmes des accords de libre-échange. Et c'est intéressant de voir que l'accord entre le Canada, États-Unis, Mexique, c'est la première fois que le Canada signe un accord commercial sans ce tribunal d'arbitrage, la première fois. Et là, on s'est dit, nous, ben c'est bien, comme ça, il l'a fait une fois, il va le faire plusieurs fois, ça va devenir un précédent. Et non, le gouvernement canadien inscrit toujours, ça veut dire que la demande naît des États-Unis, inscrit toujours ces tribunaux d'arbitrage. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'une des principales raisons, c'est que c'est des compagnies minières canadiennes qui tiennent, entre autres, à ça. Pourquoi? Parce que quand elles vont exploiter une mine, elles veulent avoir le pouvoir de dire à ces gouvernements dans d'autres pays, si vous nous interdisez de faire ce qu'on veut, on vous poursuit. Donc, il y a un document du CCPA, du Centre canadien des politiques alternatives, qui étudie cette question-là en détail d'une manière très précise et très détaillée avec des cas d'espèces extrêmement intéressants, donc qui montrent que ce n'est pas du tout, que c'est quelque chose qui est bien réel. Et en amont aussi, ce qu'on retrouve dans les derniers accords de libre-échange, c'est ce qu'on appelle la bonne réglementation. Alors, dans ces accords récents, on va créer des espèces de forums où des rencontres sont prévues entre des lobbyistes et des représentants des gouvernements pour repenser ensemble la réglementation. En d'autres mots, avec ça, on n'a pas vraiment besoin des tribunaux d'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de rencontre, les portes fermées, où on discute de réglementation entre les entreprises et les gouvernements. Alors, ce n'est pas seulement quelque chose qui se fait maintenant pendant la négociation des accords commerciaux, mais ça se fait aussi après la négociation des accords commerciaux. Donc, ça veut dire que les réglementations continuent à être une cible constante dans la logique des accords de libre-échange. C'est quelque chose qui vient d'être mis en place. Donc, on commence à examiner les effets de ça actuellement. On n'a pas trop de données encore là-dessus. Il y a encore le Centre canadien des politiques alternatives qui s'est penché sur la question. Il faut dire aussi que les pressions contre le libre-échange rendent ces forums un peu plus, disons, moins légitimes. Donc, on va voir ça, c'est quelque chose qui est vraiment à suivre. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, nous, à ATTAC, savoir les conséquences de ces forums qui sont mis en place. C'est pour ce qu'on appelle la bonne réglementation. La bonne réglementation étant bien sûr celle qui convient aux entreprises. Alors, dans les accords de libre-échange, un des principes les plus importants, c'est le principe de la non-discrimination. Êtes-vous d'accord pour la non-discrimination? Qui est pour la discrimination ici? Ah, vous voyez qu'on trouve toujours les bons mots, le bon vocabulaire quand même pour exprimer des choses, mais qui ont souvent des effets pervers. Alors, la non-discrimination, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde est égal. Dans un accord de libre-échange, ce n'est pas possible de traiter un parti ou une autre d'une manière différente. Ça veut dire que les pays les plus riches, par exemple, et les pays les plus pauvres doivent être traités de façon différente. Ça veut dire que les pays les plus pauvres ne peuvent pas avoir de mesures protectionnistes pour se protéger du gros monstre qui veut accaparer son marché. Ça, c'est un fichu problème qui a été souligné plusieurs fois par les pays du Sud. On en a un bon exemple dans ce dessin-là. Mais ça veut dire aussi une grosse entreprise et une petite entreprise doivent être traités de la même manière. On ne peut pas discriminer. En d'autres mots, une grande multinationale qui veut avoir un marché, admettons le marché des cafétérias dans les écoles et des hôpitaux, eh bien, doit être traitée exactement comme la petite coop qui paye bien ses employés et qui utilise des produits bio de qualité. Alors, devinez lequel va avoir le marché. Puis si on dit que c'est le moins cher qui l'emporte, bien, pas le droit de faire de la discrimination. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, heureusement, le gouvernement, on trouve des moyens de contourner ce principe-là en exigeant, par exemple, de la qualité.
plutôt que le plus bas soumissionnaire. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Heureusement, c'est une manière de résister à ça. Mais le principe, il faut que tu présentes ça de manière à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. En effet, cette discrimination est bien sûr toujours à l'avantage des plus forts. Pas de discrimination, ça veut dire aussi que votre produit bio et le produit industriel OGM est traité de la même manière. Hein, vous ne pouvez pas demander l'étiquetage des produits OGM. Pourquoi? Parce que c'est de la discrimination. Hein, ceux-là, ils doivent être affichés, puis pas les autres. Voyons donc qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. Donc, on voit que ce principe de non-discrimination, à qui ça sert finalement, d'une manière systématique, ça sert toujours au plus fort. Beau principe, mais dans la réalité, quelque chose qui est vraiment problématique. Le libre-échange est particulièrement problématique pour l'environnement. En fait, je dirais c'est incompatibilité totale. On ne peut pas penser protection de l'environnement et penser libre-échange. Ça ne va tout simplement pas ensemble. Actuellement, là, les accords de libre-échange, d'ailleurs, le négociateur Pierre-Marc Johnson l'avait dit, quand on négocie des accords de libre-échange, la dernière chose à laquelle on pense, c'est l'environnement. Il le dit tel quel. Hein? Aujourd'hui, heureusement, ça change parce que là, évidemment, les pressions sont telles qu'on ne peut plus voir les choses exactement de la même manière. Mais quand le libre-échange s'est mis en place, zéro préoccupation environnementale. Alors, pourquoi? Bien, parce que le libre-échange, c'est axé sur la croissance. Hein? Puis on sait, je pense qu'ici, tout le monde, à quel point la croissance économique, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'il faut viser. Il faut revoir toute cette notion de croissance. Mais croissance des exportations. En plus, on prévoit des produits qui vont pouvoir être faits en grande quantité pour être lancés partout dans le monde. C'est ça la logique de libre-échange et c'est ça que les gouvernements vont privilégier. Par exemple, entre les méga-porcheries ou la grosse production de bœuf de l'Ouest canadien, qui sont tout à fait prêts pour exporter, et le petit producteur de fromage artisanal local, hein, qui le gouvernement va-t-il favoriser dans les accords de libre-échange? Bien, il va ouvrir les marchés pour le bœuf et le porc, voyons donc. Et à ce moment-là, bien, s'il faut toucher nos agriculteurs, s'il faut laisser rentrer plus de fromage européen, que voulez-vous? Hein? Ce n'est pas ceux-là qu'on veut protéger, on veut protéger l'exportation. Donc, ce problème d'exportation et de privilégier l'exportation, ça veut dire aussi l'agro-industrie, eh bien, ça pose évidemment des problèmes environnementaux qui sont évidents. La déréglementation aussi s'attaque aux lois environnementales. Je vous ai parlé des tribunaux d'arbitrage privés. Eh bien, la majorité des cas qui sont soumis, comme par hasard les deux dont je vous ai parlé, c'était le cas, la majorité des cas qui sont soumis sont des questions environnementales. On veut poursuivre les gouvernements. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé des lois environnementales, des lois pour protéger l'environnement. Et on s'est rendu compte à quel point dans les accords de libre-échange, on a des outils pour les démanteler, ces lois-là. Alors, les exemples sont très, très nombreux. C'est un obstacle à la réglementation, puis on sait qu'on n'arrivera pas à faire la transition énergétique, la transition écologique, si on n'a pas des réglementations qui sont adéquates, qui sont beaucoup plus poussées que ce qu'il y a présentement. Alors là, on a un sérieux obstacle dans ces accords. Et finalement, le libre-échange, bien, ça produit le déplacement extrêmement important de la marchandise. On va, pour produire un avion, produire une auto, on fait circuler les produits d'un pays à l'autre, hein, et ça complique énormément les choses quand il s'agit de savoir de quelle origine est le produit. On va aller chercher des fraises à loin, beaucoup loin, très loin, parce qu'elles coûtent quelques sous de moins que les fraises qui sont produites au Québec. Hein, on fait circuler ça, évidemment, dans des avions, dans des trains, dans des bateaux, dans toutes sortes de choses. Et là, évidemment, toute cette circulation de marchandises, c'est un facteur de pollution, bien sûr, d'émission des gaz à effet de serre. Donc, le libre-échange, ça favorise les circuits longs. Hein, c'est vraiment ça, là, pour des économies qui sont souvent des économies de bout de chandelle. Donc, circuit long plutôt que le marché local, le circuit court et aussi l'économie locale. Maintenant, fort heureusement, on s'est rendu compte des effets négatifs de ça, surtout pendant la pandémie. On a eu une espèce de réflexion là-dessus. Oups, c'est peut-être important de protéger notre économie locale. Et c'est intéressant que cette démarche-là soit un peu plus dans la tête des gouvernements, mais ce n'est pas le libre-échange qui nous a menés à cette réflexion-là. Au contraire, c'était quelque chose qui est incompatible.
Donc, les fausses pistes. Les fausses pistes, bien, on les retrouve dans les chapitres sur le travail et l'environnement dans les accords de libre-échange. On vous dit, voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter, il y a un beau chapitre sur l'environnement, puis je peux vous dire que c'est vrai, dans la majorité des accords de libre-échange, il y a des chapitres sur l'environnement, des chapitres aussi sur le travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces chapitres-là? C'est une énumération de bonnes intentions, mais il n'y a aucune mesure contraignante qui va permettre au gouvernement d'intervenir sur des entreprises qui ne respectent pas ces principes. Donc, vous voyez, on nous dit on fait quelque chose, mais dans le fond, c'est quelque chose qui est vide de sens. Le premier accord dans lequel il y a des choses intéressantes là-dessus, c'est l'ACEUM, donc l'accord Canada, États-Unis-Mexique. Il y a quand même des choses pour protéger les travailleurs, notamment pour protéger les travailleurs mexicains qui souvent ont des conditions beaucoup plus difficiles de celles qu'on trouve au Canada et aux États-Unis, mais ça reste extrêmement difficile à appliquer encore. Donc ça, on s'en va dans une bonne direction, mais nettement insuffisante. C'est intéressant de voir que le Canada récemment a signé un accord avec l'Ukraine. Bon, c'est-à-dire que c'est un accord qui était signé depuis longtemps, on en a refait une nouvelle version. On a consulté cette nouvelle version et là, pour la première fois, inscrite dans l'accord, il y a des préoccupations environnementales qui sont réelles et efficaces. En ce sens, on donne priorité à la protection de l'environnement. On dit si un gouvernement veut passer des lois pour l'environnement, vous n'avez pas le droit d'intervenir, ces lois-là passent avant. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Comme quoi, souvent, agir, protester, faire part de nos préoccupations au gouvernement, ça donne des résultats. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'échanges commerciaux entre le Canada et l'Ukraine, encore moins depuis qu'il y a une guerre absolument terrible qui se passe là, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un certain cheminement. Combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre? Mais on peut dire que de la part du gouvernement, il y a quand même un certain intérêt de ce côté-là. Et vous avez entendu parler de la réaction des conservateurs par rapport à cet accord-là. Il y a une petite ligne dans l'accord, c'est un accord qui fait une 50aine de pages, il y a une petite ligne qui nous dit que les gouvernements doivent avoir une taxe sur le carbone. Et là, évidemment, ça a fait hurler les conservateurs. Tout le monde sait que la taxe sur le carbone, c'est la pire affaire qui arrive aux Canadiens. Ça cause la famine, la misère, des injustices, etc. Et ils ont refusé d'approuver cet accord-là à cause de la taxe sur le carbone. Bon, ça montre un peu une espèce d'obsession malsaine autour de cette taxe-là, et ça promet énormément sur les actions de ce gouvernement-là pour la question environnementale. Ça nous montre à quel point on a tout à s'inquiéter de cette attitude. Alors, pour terminer, qu'est-ce que c'est que les bonnes solutions? Qu'est-ce qu'on peut voir pour contrer tous ces effets négatifs dont je vous parle? Mais d'abord, c'est des négociations transparentes, s'appuyant sur de vraies consultations. Je peux vous assurer que les seules personnes qui ont été consultées dans les accords de libre-échange, c'est les gens d'affaires. On leur fait passer des questionnaires et on leur demande d'évaluer des règlements, des lois qui leur empêchent de commercer comme ils veulent. Et dans les négociations, c'est ça qu'on cible. On va voir l'Europe, on dit ça nous énerve, ça, nos entrepreneurs n'en veulent pas. Quand est-ce qu'on a consulté les groupes environnementaux? Quand est-ce qu'on a consulté les syndicats? Quand est-ce qu'on a consulté les autres groupes de la société civile? Jamais. Ça ne fait pas partie du décor. On leur annonce. Moi, j'ai suivi beaucoup les accords de libre-échange. On a des séances d'information où on nous annonce ce qui est en train d'être négocié. Et chaque fois qu'on fait tomber une loi, chaque fois qu'on fait tomber une barrière tarifaire, on nous annonce ça comme une heureuse nouvelle. C'est vraiment comme ça que ça se passe, je peux vous le dire. Donc, des consultations vraiment transparentes, sur des vastes consultations de personnes représentatives de l'ensemble de la société civile et non pas le secteur ciblé des chefs d'entreprise uniquement. Exclure certains secteurs vitaux des négociations. On va dire ça ne rentre pas dans l'accord commercial. Ça, vous ne pouvez rien faire avec ça. Là. Je m'excuse, ça, ce n'est pas négociable. Et les premiers à demander ça, c'est la culture. Les cultures ont demandé l'exception culturelle. En d'autres mots, les gens préoccupés de la culture, ils se sont dit, écoutez, si on laisse la culture, si on abandonne la culture au libre marché,
mais ça veut dire qu'il y a seulement la culture du plus fort qui va l'emporter, c'est-à-dire la culture industrielle anglo-saxonne. On s'est senti menacé par ça. Au Québec, on était un des premiers endroits au monde à réagir à ça. En France aussi, beaucoup. Et là, on a demandé l'exception culturelle. Et à ce moment-là, on a demandé tout simplement que la culture soit exclue des accords commerciaux. Et ça a donné la Convention internationale sur la diversité culturelle qui assure une certaine protection. Et malheureusement, avec l'expansion des GAFAM, où là, la culture est vraiment hors contrôle dans cette espèce de système qui est vraiment sous la domination de compagnies ultra-puissantes, eh bien, ça annule malheureusement beaucoup d'efforts qui ont été faits en ce sens de promotion de la diversité culturelle, puisque les algorithmes, qui sont vraiment sous le contrôle de ces grandes compagnies, eh bien, vont souvent mousser des produits toujours les mêmes, les plus commerciaux, ceux que ces grandes compagnies veulent bien mettre de l'avant. Donc, l'agriculture aussi, ça c'est une demande très, très forte que l'agriculture soit exclue des accords commerciaux. C'est intéressant de voir qu'il y a un groupe actuellement dans le monde qui, sous l'exemple de la culture, demande aussi une exception pour tout le secteur de l'agriculture. Et j'espère que ça va aboutir, j'espère que ça va avancer. C'est extrêmement important puisque l'agriculture, ça a des conséquences beaucoup trop grave. Ce n'est pas juste un produit qu'on s'échange, c'est aussi toute la vie des régions, c'est aussi l'alimentation des gens, c'est la santé des gens, ça a des effets énormes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Les amis de la Terre, vous êtes très au fait de ça, mais l'agriculture ne devrait jamais, au grand jamais, se retrouver dans des accords commerciaux qui favorisent de manière outrageuse le type d'agriculture qu'on aime le moins, c'est-à-dire l'agriculture industrielle, qui se préoccupe très, très peu de qualité et aussi de la vie dans les régions rurales. La santé et l'éducation, c'est ce qu'on demande aussi. Ça aussi, ça devrait être exclu, même si la menace est moins forte actuellement qu'elle l'était dans le passé. C'est quand même quelque chose qu'on doit exclure des accords commerciaux comme tous les services publics. Ensuite, quelque chose qui serait très facile à faire, qui n'est vraiment pas compliqué, on demande l'élimination des chapitres sur la bonne réglementation dont je vous parlais. Et aussi, là où on pensait avancer, c'est les fameux règlements des différends entre investisseurs et États. Ça, il n'y a rien de plus facile, on dit qu'il n'y en a pas de ça. Et ça a été fait avec une facilité déconcertante dans la CEUM, ça nous a même surpris. Alors pourquoi ça ne se ferait pas dans tous les accords commerciaux? Il y a des pays qui sont assez militants actuellement pour éliminer ça, qui le font. Par exemple, l'Afrique du Sud, qui a mis une croix sur tous les accords, qui incluent ce règlement des différends, parce qu'il y en a des milliers à travers le monde. Ça se fait de manière bilatérale, ça s'inscrit dans les accords de libre-échange de toutes les façons possibles. Donc ça, c'est très facile d'enlever ça, mais encore faut-il le vouloir, et encore faut-il que les gouvernements se détachent de l'influence des lobbies, parce que c'est les lobbies qui demandent que ça soit inscrit parce qu'ils s'en servent, parce que c'est bon pour les entreprises, puis ça leur donne du pouvoir sur les États. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait facilement rayer. C'est un problème qui pourrait se régler assez facilement. Ensuite, des mesures contraignantes pour protéger les droits de la personne, le travail et l'environnement. Bon, pas juste des bonnes intentions. On voit que ça avance quand même un petit peu, mais ça reste encore, il y a quand même beaucoup de travers à ce niveau-là. Et dernière chose aussi, et ça, on dit tout le temps que ça n'a pas rapport avec le libre-échange. À mon avis, c'est faux. Si la réflexion n'est vraiment pas très avancée là-dedans, mais à TAC, ça nous concerne particulièrement, eh bien, prendre des mesures contre la concurrence fiscale. On dit oui, mais la fiscalité, ça n'a pas rapport avec le commerce. Erreur. Prenez par exemple l'Irlande. L'Irlande a décidé de donner des avantages fiscaux incroyables, mais vraiment très importants aux entreprises. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça veut dire que les entreprises sont précipitées sur l'Irlande, sont vraiment installées là. Ça a fait un certain bien à l'Irlande parce que ça a créé une espèce de boom économique, mais pendant tout ce temps-là, les pays qui sont privés d'une fiscalité équitable à cause de toutes les tricheries qu'on peut faire là par le billet de ce paradis fiscal qui est l'Irlande, mais les autres pays en subissent les conséquences. Si ce n'est pas une guerre commerciale, je me demande bien ce que c'est. Si on dit que les accords de libre-échange, ça doit régler des guerres commerciales, c'est ça. Donc, la fiscalité, à mon avis, des conventions fiscales
équitable, ça pourrait aussi s'inscrire dans des rapports, dans des accords de libre-échange, qui seraient beaucoup plus équitables. Alors finalement, les accords de libre-échange, c'est une longue bataille. Et ici au Québec, ici à Québec, ça a commencé en 2001, la grande bataille contre le libre-échange, avec, comme vous pouvez voir, certains gains, parce que c'est quand même moins pire maintenant que c'était. Le libre-échange est vraiment, vraiment discrédité. Le libre-échange aussi appliqué d'une manière sauvage, mais ça a donné le résultat extrêmement inquiétant de donner une force, une énergie à l'extrême droite qui est très, très, très inquiétante. Donc, je pense qu'il faut continuer à se battre contre cette vision du monde économique. On a fait des gains, il faut continuer là-dessus. Maintenant, on a cet adversaire nouveau qui vient d'apparaître, qui est extrêmement épeurant, qui est l'extrême droite. Mais enfin, je pense qu'on n'a pas fini de se battre, mais si on lâche, si on abandonne, ben, ça va être pire que pire. Donc, continuons le combat. Comme on dit, la transparence, la démocratie restent incontournables, restent des valeurs vraiment sur lesquelles il faut toujours continuer à se rattacher, mettre de l'énergie pour les préserver. Alors voilà, c'est en gros ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci infiniment, Claude. C'est fort intéressant, fort épeurant un peu à la fois. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? Oui, je vous passe le micro. Si on a un accord de commerce avec les États-Unis et le Mexique et qu'il y a les questions tarifaires sont abordées, comment les États-Unis peuvent-ils envisager, imposer un 25% d'augmentation sur taxer finalement les produits qui viendraient du Canada? Souvent aussi dans les accords de libre-échange, c'est des ententes qui sont internationales, puis on s'imagine que les gens vont les respecter. Puis en général, les gens les respectent. Mais il existe autre chose aussi, qui est peut-être plus fort que la loi que les accords de libre-échange, c'est la loi du plus fort. Et actuellement, c'est ça que Trump essaie de faire. Il essaie de démontrer qu'il est plus fort, il essaie de passer outre l'accord de libre-échange, parce que finalement, ces tarifs sont tout à fait inconcevable dans ce qui a été négocié entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais s'il arrive comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher, lui, à la tête du pays le plus puissant au monde, puis s'entourer d'une équipe de personnes qui ne le contrediront pas? C'est assez étonnant ce qui arrive, je peux vous le dire. Là, il n'y a personne que dans mon entourage, puis dans tous les commentaires qu'on entend dans les médias, qui n'est pas extrêmement surpris de cette mesure, qui peut être, comme je disais, extrêmement négative, mais aussi qui montre à quel point un pays puissant, dans le fond, quand il met son poing sur la table, eh bien, ça a des effets qui sont incontournables, dont il faut tenir compte. Mais vous me confirmez que ça ne respectait pas l'entente? Non, absolument pas. OK. Non. Mais bon. Merci. Bien, j'aurais juste... Oui, non, je vous apporte le micro pareil, puisqu'on enregistre, mais j'aurais peut-être juste fait du petit pouce en lien avec l'échange juste ici. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'accord, justement, qui peut taper sur les doigts des États-Unis, sur Trump, pour dire « vous n'avez pas le droit », l'accord ici, qui va agir si l'accord n'est pas respecté? Bien, justement, personne, parce que comment je peux dire, les États-Unis ont une espèce de pouvoir sur les autres. Quand on parle de non-discrimination, le principe peut être intéressant, mais là, à ce moment-là, lui se met au-dessus de ça et il décide de ne pas le respecter, tout simplement. Et là, le Canada va arriver et va dire, écoutez, faites-le pas, c'est écrit dans l'accord. Alors, c'est extrêmement difficile de faire ça. Il faut dire aussi que l'ACUM va être en négociation l'année prochaine, donc on relance les négociations pour cet accord-là. Aussi, les États-Unis pourraient techniquement sortir de l'accord, on envoie un avis, 6 mois plus tard, on sort de l'accord, mais Trump n'est même pas là-dedans, il veut les imposer tout de suite, donc il ne veut même pas respecter l'accord, c'est-à-dire au moins sortir puis ensuite faire ce qu'il veut. Donc c'est un manque de respect total, disons, pour les conventions internationales, pour un accord international, pour, je dirais même,
la diplomatie élémentaire. Mais Trump, c'est comme ça. C'est quelqu'un, on l'a vu là, dans sa campagne électorale, c'est quelqu'un qui ne respecte rien et qui fait ce qu'il veut. La volonté protectionniste des États-Unis, là, étant donné leurs hégémonies sur le monde, est-ce que ça ne va pas se répandre puis tuer le libre-échange finalement? Oui. Est-ce que ça va se répandre? Moi, j'ai l'impression que si Trump le fait, le réflexe le plus naturel, le Canada va devoir le faire aussi. Hein? Si on le laisse faire, puis nous, on va se retrouver perdant là-dedans. Donc, c'est clair que ça va relancer les tarifs. Les pays vont vouloir tarifer, pas juste le Canada, le Mexique, l'Europe va être pénalisée. On annonce déjà aussi des tarifs pour la Chine. Donc, il va y avoir une espèce de, là, je dis dans ma boule de cristal, là, je peux me tromper complètement, mais disons ce qui s'annonce logiquement, c'est ça. Donc, un retour des tarifs, mais sauf un retour des tarifs imposés de manière irrationnelle. C'est ça le problème. Quand je disais les tarifs, ça peut être un bel outil pour protéger certains secteurs de l'économie, pour protéger certains pays qui sont plus fragiles. Eh bien, là, ce n'est pas comme ça que ça va être appliqué. Ça va être appliqué d'une manière trop rapide, ça va être appliqué d'une manière totalement totale, ça va être appliqué de manière, disons, presque barbare, là, finalement, et ça va avoir des effets qui vont se répercuter contre l'économie américaine, c'est clair. Ils ont trop de produits qui sont faits avec des trucs qui viennent un peu partout, de l'aluminium du Canada, tel et tel truc qui sont faits au Mexique. C'est ça qui fait une automobile, c'est ça qui fait un produit de consommation aux États-Unis. Mais les tarifs, ça va créer un effet d'inflation important, majeur. Mais personne qui peut s'imaginer comment pourrait ne pas y avoir d'inflation avec des tarifs comme ceux qu'il veut imposer. Et là, il a été élu justement pour combattre l'inflation. Le message était assez clair. Et là, il va la créer. En tout cas, c'est la situation dans laquelle on se retrouve. Bon, moi, je voudrais revenir un peu au début des accords de libre-échange en 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Brian Mulroney, qui était premier ministre du Canada, avait signé avec M. Bush et puis son collègue du Mexique les accords. Puis, il avait dit lors de son élection en 83, il avait dit « Jamais je vais signer ces accords-là, ça défavorise le Canada, c'est pas bon pour nos syndicats, c'est pas bon pour nos entreprises, puis je veux pas m'ingérer là-dedans. » 5 ans plus tard, malheureusement, il est allé signer ces accords-là. Et puis, ce que ça a fait pour le Canada, entre autres, c'est que les multinationales états-uniennes sont venues s'installer au Canada en grand nombre. Donc, aujourd'hui, on voit des McDonald's, des Walmart, AEW, etc., un peu partout. Puis, ça a brisé les syndicats. Ça n'a pas aidé les syndicats. Je pense que c'était voulu aussi de la part des États-Unis. Puis, au Québec, les législations québécoises, ils étaient pour, au début, ces accords-là, à cause, évidemment, d'un boom économique au début des années 90. Mais ça n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, ils sont complètement disparus. Et puis là, on a eu des crises, la crise du bois d'œuvre, il y a eu d'autres crises aussi, là, la gestion de l'offre avec le lait, etc. Puis aujourd'hui, comme vous dites aussi, moi, je pensais à ça, puis je me demandais, les travailleurs et les travailleuses qui travaillent, ça a un impact sur eux, mais quel impact ça peut avoir à long terme? Et puis, tu disais tout à l'heure aussi que ça allait nuire au marché états-unien. Mais si on réfléchit à ça, des fois, on peut se dire ça peut aussi jouer avec eux parce que s'il y a une inflation qui est galopante, qui est grimpante, ça peut faire monter l'extrême droite. On l'a vu au cours de l'histoire du 20e siècle. Donc, l'histoire se répète. Ça peut aussi jouer en leur faveur. Est-ce que ça pourrait être le cas ou présentement ici, ou est-ce que ça peut être autre chose? Oui, bien, que ça favorise l'extrême droite, c'est déjà fait actuellement dans à peu près un nombre de pays. En France, l'extrême droite n'est pas au pouvoir, mais elle est à la porte du pouvoir.
puis elle fait vraiment cette espèce de discours-là. Regardez ce qui vous arrive, les compagnies sont parties, délocalisées, vous avez perdu votre pouvoir d'achat, vous êtes dans une misère que vous n'avez pas connue avant, la richesse n'a pas été distribuée, il y a des gens qui sont extrêmement riches, donc c'est à cause des immigrants, vous me suivez, et puis donc il faut voter pour. Puis nous, on va régler ces problèmes-là, puis en faisant les mêmes politiques, finalement, qui ont fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Donc, effectivement, puis les accords de libre-échange, je parlais du mouvement syndical, ça a brisé le mouvement syndical aux États-Unis beaucoup plus qu'ici. Hein. Aux États-Unis, au Mexique, ça a été terrible. Justement, ça a été une des causes de la décadence, je dirais, de la classe moyenne, de la classe ouvrière aux États-Unis. C'est très clair que c'est relié à ça. Il n'y a personne actuellement qui dit le contraire. Hein? Et aussi pourquoi, à ce moment-là, que les gens qui ont perdu ce qu'il y avait se retournent, qui ont perdu aussi leur structure, leur organisation syndicale. Comment ça se fait qu'ils se retournent vers l'extrême droite? Bien, c'est ça, justement, ils n'ont plus de moyens de défense collective, ils n'ont plus de solidarité entre eux qui leur permet d'identifier c'est qui le vrai adversaire, puis de travailler ensemble, puis d'avoir des bonnes cibles. Moi, je pense que c'est ça aussi, le chef-d'œuvre, entre guillemets, de toute cette stratégie économique, c'est d'enlever l'organisation qu'il y avait dans ce milieu-là et qui vont faire que les gens sont complètement perdus. Puis là, ils vont voter contre leur intérêt à ce point-là. Donc, pour moi, c'est ça que ça a créé. Bonsoir. Quelques questions. Pour faire un peu de mille sur la question de Guy, dans le fond, cette montée d'extrême droite-là, d'une certaine façon, excusez-moi, là, d'une certaine façon, ça va, comment je peux dire, c'est des gouvernements plus protectionnistes. Donc, ça va affaiblir les accords de libre-échange. Donc, ça devient une opportunité pour les réformer à partir de cette base-là, puisque votre thèse, c'est que c'est le libre-échange qui fait monter l'extrême droite. Donc, la réponse logique à cette montée-là, c'est une réforme des accords de libre-échange. Le problème avec l'extrême droite, c'est ça, c'est qu'elle ne fera pas la réforme des accords de libre-échange. Elle ne les fera pas, en tout cas, comme il faut. Trump premier a fait quand même des choses intéressantes là, dans la CIUM, qui est moins pire que l'ALENA. Mais pourquoi? Parce qu'il avait tellement critiqué cet accord-là que quand il s'est dit qu'il faut le renégocier, il a dit qui est contre, là, qui peut m'aider là-dedans? Hop, c'est les syndicats. Donc, les syndicats ont vraiment participé à la renégociation de la CIUM. C'est pour ça que ça a donné quelque chose qui n'était pas si pire. Trump numéro 2, c'est une autre affaire. Là, jamais il va s'associer aux syndicats. C'est fini, cette association-là. Et le problème, c'est que ces gens-là prennent des mesures économiques qui sont nuisibles aux gens qui ont voté pour eux. Par exemple, une des pires choses, c'est les baisses d'impôts pour les riches. Ça, c'est en tête des programmes de Trump. Aussi, des mesures qui, quand même, les démocrates qui ont fait ça, ils ont quand même fait un plan environnemental qui est assez intéressant. Bien, si on rend l'environnement des gens toxique par une espèce de surexploitation de matières qui vont polluer, qui ont créé la pollution, ça aussi, ça affecte les gens. Donc, de toutes sortes de manières possibles, ces gens-là n'ont pas de solution à proposer par rapport aux problèmes qu'ils ont dénoncés. Ce n'est pas à ceux qui sont au pouvoir de faire ces changements-là. C'est à ceux qui ne le sont plus, qui sont dans l'opposition, qui doivent revoir leur politique pour faire face à cette extrême droite-là. Vont-ils le faire? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'eux autres, ils vont peut-être se dire, ben, on va laisser les gens se péter la gueule, puis après ça, ils vont voter pour nous avec notre même système parce que de toute façon, ils n'auront pas aimé l'extrême droite. C'est peut-être ça leur logique, mais entre les deux, il y a quand même les citoyens qui ont une opportunité de pousser surtout si l'extrême droite fait peur, de pousser sur ces libéraux-là, dans le fond, pour les amener. C'est peut-être le moment, justement, l'opportunité pour parler puis faire passer dans la population cette idée-là d'une réforme des... c'est plus ça, ma thèse. Ah oui, mais ça, je partage mais 100% votre point de vue, puis j'ai écrit un livre dans mon long livre que la fin du néolibéralisme, c'est exactement cette thèse-là que je défends actuellement. Il y a une meilleure possibilité que jamais de faire des changements parce que le système économique qui a été défendu par le centre-droit et le centre-gauche n'a pas fonctionné, basé sur le libre-échange. C'est sûr qu'avec l'extrême droite, on s'en va dans le mur. Donc, à ce moment-là, ça serait la fenêtre pour que des vraies réformes, un vrai changement social
puisse se faire, puis on a les solutions. Ce n'est pas ça qui manque, là. Au point de vue de l'environnement, on a des solutions. Au point de vue du travail, on a des solutions. De choses qui peuvent très bien s'appliquer, qui ont marché dans certains pays très bien, comme dans les pays scandinaves. Là, j'espère qu'on va avoir cette fenêtre-là. On n'espérera pas que ça va se passer après l'effondrement radical que va provoquer malheureusement les régimes d'extrême droite. Mais enfin, oui, je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue. Et il faut aussi, effectivement, ça c'est important dans ce que vous avez dit, puis je suis parfaitement d'accord, il faut qu'il y ait un examen de conscience sérieux de ces partis de centre-gauche qui ont vraiment collaboré à ce système du libre-échange et qui ont renoncé à des valeurs, disons des valeurs progressistes, pour rentrer dans un système économique qui leur a pété dans pleine face, si je peux me permettre cette expression. J'aimerais revenir sur votre livre « La fin du néolibéralisme ». Est-ce que je l'ai lu, mais je n'ai pas trouvé d'alternative au néolibéralisme? Est-ce qu'il va être remplacé par d'autres théories? Est-ce que le socialisme va revenir à la mode ou la social-démocratie va reprendre du dessus parce que le néolibéralisme a échoué? Vous démontrez que le néolibéralisme a échoué, hein? Oui. À offrir des solutions raisonnables au cul-de-sac du capitalisme. Oui. Est-ce que ça annonce un retour de la social-démocratie ou du socialisme ou des idées qui vont faire en sorte que les travailleurs revendiqueraient plus de pouvoir sur les lieux de production ou... Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que vous entrevoyez que la fin du néolibéralisme annonce quelque chose de nouveau ou si ça va être un éternel recommencement? Bien, c'est ça. Mon livre se termine par un questionnement. Je me demande, c'est ça, je dis, on est dans plusieurs voies. Hein, il y a plusieurs voies. Il y a la voie de l'extrême droite, que malheureusement on semble avoir pris. Il y a la voie du néolibéralisme, on continue dans le système-là. Il y a la voie du système un peu entre les deux, là, puis la voie d'une vraie transformation de la société. OK? Vraie transformation de la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que, comme vous le dites, les préoccupations environnementales doivent devenir primordiales. Donc, ça veut dire aussi de l'économie d'énergie, mais d'une manière massive. Donc, on arrête de développer. Donc, juste l'environnement, ça oblige le système capitaliste à se remettre en question. Ça veut dire aussi, au niveau des travailleurs, des travailleuses, mais tout un système de coopérative, d'économie sociale qu'il faut pousser au maximum. Ça veut dire aussi des services publics qu'il faut continuer à exploiter d'une manière beaucoup plus systématique. Alors, c'est toutes des choses qui existent actuellement, mais qu'il faut développer au maximum. Et si on va dans cette voie-là, à ce moment-là, moi, je pense qu'on peut vraiment arriver à... Ça veut dire, premièrement, qu'on a compris les leçons d'histoire. Ça, c'est pas facile pour les êtres humains de comprendre les leçons d'histoire. Ça veut dire qu'on les a comprises. Ça veut dire qu'on est prêt à aller dans cette direction-là. C'est vrai que je n'ai pas voulu tout énumérer les propositions qui abondent dans le mouvement social. Hein. Si vous avez des groupes environnementaux, des groupes qui travaillent sur ci, sur ça, si on fait la somme de toutes ces propositions-là, on a une société qui est fondamentalement différente. C'est vers ça qu'il faut avancer. Maintenant, c'est ça, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne sais pas quelle voie on va prendre. Hein, mais nous, on est tous là pour faire pression, pour qu'on prenne dans la bonne voie de la protection de l'environnement, économie sociale, services publics, donc toutes ces mesures qu'on peut mettre en place pour vivre dans un monde qui est finalement, d'une certaine manière, hors de l'économie capitaliste, parce que toutes ces choses-là, ça ne s'intègre pas dans une économie de marché. Un peu dans le sens de... C'était pas ma question, mais un commentaire avant. Un peu dans le sens de de la conversation là, qui a lieu actuellement. Là. Ça a été dit beaucoup, l'analyse de la défaite des démocrates aux États-Unis, là, que c'était... Les travailleurs avaient l'impression d'avoir été abandonnés par la gauche, finalement. Alors, ça explique aussi probablement un peu ce qui fait que là, ils ne savent pas où se retourner, vers où se retourner, comme vous dites, puis qu'ils ont voté autre chose. Oui. Ouais. Ben, moi, je comprends tout à fait cette désaffection face au centre-gauche qui a vraiment collaboré au système néolibéral
qu'on ait un gouvernement de droite, de gauche, aux États-Unis, en Europe, au Québec, au Canada, ils ont tous mis en principe, en place des principes de l'économie néolibérale qui ont donné le résultat qu'on connaît actuellement et qui vont faire que cette espèce de révolte de l'électorat, qui disent on ne votera pas pour tout ce qui est institutionnel, toutes ces institutions qui ont fait qu'on se retrouve dans le monde dans lequel on est. Ceci dit, à mon avis, il n'y a aucune raison pour voter pour Trump. Quand on regarde le profil de cet homme-là, ça reste profondément inquiétant que dans un processus démocratique, quand même si l'option n'était pas intéressante, là, je suis d'accord avec ça, qu'on ait voté pour quelqu'un comme ça, c'est quand même, moi je peux vous avouer, là, le 5 novembre, j'ai eu la plus grosse dépression politique que j'ai jamais eue, je pense, de toute ma vie de militant. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je n'aurais jamais pensé que dans une élection sans corruption, correcte, eh bien qu'on soit arrivé dans un résultat aussi déconcertant et aussi nocif aussi contre les propres électeurs qui ont voté dans ce sens-là. Maintenant, une petite question technique. L'accord avec l'Europe, moi, c'est une méconnaissance de ma part, mais j'avais l'impression que ça n'avait pas fonctionné. Je me souviens de Macron qui était venu au Canada, ça fait peut-être 1 an ou 2, là, puis Justin Trudeau, il y a quelque chose qui avait pas passé avec le Parlement français, puis j'en avais retenu, moi, que ça voulait dire que l'accord n'aurait pas lieu parce que la France avait mis un holà sur certaines mesures, entre autres concernant je me souviens pas quoi, le bœuf ou je sais pas quoi. Oui, bien, c'est ça, c'est une bonne question, mais c'est plus compliqué que ça. Okay? Ah. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont négocié l'accord, okay? Puis à partir du moment où ils l'ont négocié, ils ont dit, OK, on va le mettre en place. Okay? On va mettre en place 90 de l'accord. Il y a 10 qu'on ne mettra pas en place. Mais, attention, on va quand même faire le processus de ratification et c'est seulement quand l'accord sera ratifié par tous les pays d'Europe qu'à ce moment-là, on va dire, ça y est, on est dans cet accord-là. Sauf qu'ils ne sont pas arrivés à le faire ratifier. Il y a à peu près un petit peu plus la moitié des pays d'Europe qui l'ont ratifié. Il y a des gros joueurs comme la France, comme vous dites, ne l'a pas ratifié. L'Italie ne l'a pas ratifié, mais ça, c'est 2 des plus grosses économies européennes qui ne l'ont pas ratifié. Fait que là, dans le fond, les gens, ils ne savent plus. Là, ça a été mis en place, on ne peut plus revenir là-dessus. Donc, on continue encore à faire fonctionner 90 de l'accord, puis il y a 10 qui ne fonctionnent pas. Et c'est quoi le 10 qui ne fonctionne pas? Ça, c'est intéressant. C'est les tribunaux d'arbitrage privés. On avait prévu ce mécanisme-là. Là, il y a eu tellement de protestations pour ça, il y a eu tellement de remises en cause qu'actuellement, dans l'accord entre le Canada et l'Union européenne, ça existe, mais ce n'est pas mis en place. Ce n'est pas effectif. Donc, c'est une situation un petit peu drôle. Donc, effectivement, si des pays disent parce que là, aussi, ce qu'ils font, les pays, ils retardent. Comme en France, il y a eu un vote du Sénat, mais il n'y a pas eu un vote de l'Assemblée nationale. Puis celui qui compte, ce n'est pas celui du Sénat, c'est celui de l'Assemblée nationale. En Italie, ils ont juste dit « on n'en parle pas ». Donc, il n'y a pas eu de non, finalement. Il y a juste eu pas de ratification dans bien des pays. Fait que c'est vraiment une situation extrêmement complexe, extrêmement tordue. Puis ça montre aussi à quel point cet accord-là, il ne soulève pas d'enthousiasme. Hein? S'il soulevait d'enthousiasme, les gens trouvaient ça si bon, mais il serait adopté partout. Hein? Mais ce n'est pas ça qui arrive. Ça veut dire qu'il est opérationnel à 90 mais pas ratifié. C'est ça, exactement. Ah, c'est ça. Okay. Exactement. Merci. On parle de nos accords de libre-échange, mais vous devez regarder ça quand même d'un œil attentif, là, le développement des BRICS. Oui. Comment vous percevez ça? Ça, c'est une drôle de bébite, les BRICS, hein, parce que d'abord, c'est intéressant que des pays s'unissent pour offrir une autre alternative à la domination américaine, puis aussi du G7, que des pays, des nouvelles puissances émergentes s'organisent ensemble pour essayer de proposer quelque chose d'autre. Moi, je ne trouve pas ça inintéressant en tant que tel, mais le problème des BRICS, c'est regarder les pays qui sont dedans. La Chine, quand même, le Parti communiste
qui permet des choses aussi épouvantables que ce qui arrive au peuple ouïghour, qui ont un contrôle de la population, la Russie qui envahit l'Ukraine, puis qui a des ambitions expansionnistes extrêmement inquiétantes. Vous avez ça dans le BRICS, mais par contre, vous avez des pays progressistes actuellement, comme le Brésil, l'Afrique du Sud. Comment ces pays-là peuvent s'entendre? Hein? Pour moi, c'est un mirage, ça. Mais tant mieux si ça réussit, mais pour moi, je ne peux pas m'imaginer comment ces pays-là vont arriver à construire quelque chose qui pourrait être significatif sur le plan mondial. Je ne suis pas le seul à le dire non plus. Et actuellement, leur rencontre, ça a quand même accouché de pas grand-chose. Je pense que c'est ce que les analystes en retiennent. Donc, qu'est-ce que ça va être la suite? Autre difficulté aussi du BRICS, c'est que là, quand le BRICS s'est formé, il y avait des puissances qui étaient des 5 puissances qui étaient relativement équivalentes. Là, il y a la Chine qui est devenue une espèce de monstre qui est beaucoup plus puissante que les autres pays du BRICS aussi. Ça, c'est une autre affaire, mais ça va peut-être ressembler justement au G7, où les États-Unis sont beaucoup plus puissants que tous les autres du G7 et qui dictent leur volonté. Peut-être que ça va ressembler à ça aussi. Mais en tout cas, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est assez nouveau que ces pays-là ont décidé de s'organiser et que, c'est mon opinion personnelle, ça va être extrêmement difficile de s'organiser, ces pays-là qui ont des intérêts tellement différents, des systèmes politiques tellement différents et aussi des difficultés, vivent des difficultés très différentes aussi. Est-ce qu'une économie autogestionnaire pourrait être une solution à tout ça ou est-ce que c'est un danger? Parce que si on se rappelle, on prend l'économie exemple d'un pays autogestionnaire qui était la Yougoslavie dans les années 70, 80, début 90 jusqu'à son éclatement. C'était quand même une économie qui fonctionnait au niveau national et international. Donc, ça pourrait être une option envisageable parce que c'était quand même... Ça allait contre le néolibéralisme, mais d'une certaine façon, c'est une économie qui est fragile à cause des crises économiques parce qu'on est dans un système économique mondial plus capitaliste. Oui. Ben moi, personnellement, je crois beaucoup à l'économie solidaire. Je pense que c'est des gros projets. Pour tout le monde, ça enlève aussi toute la notion de profit puis de concurrence. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui devrait se développer beaucoup plus. C'est sûr que le contexte de libre-échange, ça va à l'encontre de ça. L'économie solidaire peut difficilement se développer dans un contexte de concurrence aussi parce que ce n'est pas dans l'esprit de l'économie solidaire. Moi, j'y crois profondément. J'espère que ça va se multiplier. On a quand même des bonnes expériences de ça au Québec. Je pense qu'on est un endroit où il y a des choses intéressantes qui se passent, mais ça devrait vraiment se développer encore plus. C'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et c'est ça. En plus d'imposer des tarifs, Trump veut qu'on augmente le budget militaire à 2 % du produit intérieur brut. Quelle relation qu'il y a entre le libre-échange et le complexe militaro-industriel? Est-ce que le complexe militaro-industriel profite du libre-échange ou si ça le confine à un sous-développement ou à quelque chose qui n'aurait pas d'aboutissement économique potable? À mon avis, c'est deux choses détachées. Hein. C'est quand même assez différent parce que le développement militaire d'un pays, c'est toujours exclu des accords de libre-échange. Donc, c'est probablement la dernière chose qui va rentrer, la sécurité nationale. Jamais on trouvera ça dans un accord de libre-échange. Et ensuite, comment je peux dire, le développement de l'industrie militaire, du complexe militaro-industriel, ça relève de l'État à ce moment-là. Donc, si l'État décide d'investir dans l'industrie militaire, c'est comme une forme d'investissement public. Okay? Mais dans le fond, c'est un investissement public qui est très pervers parce que, justement, ce n'est pas quelque chose dont la population gagne. Hein? Moi, je trouve que le Canada, c'est bien qu'il ne respecte pas ce qu'il doit donner à l'OTAN.
Pourquoi? Parce que nous, on se dit, bien, cet argent-là, c'est bien mieux distribué s'il est ailleurs que dans la protection d'un ennemi contre qui? Qui va attaquer le Canada? Donc, et là, Trump, lui, fait pression parce que, justement, lui dit, écoutez, c'est pas juste nous à faire, tout le monde, il faut qu'il fasse sa part dans l'industrie. Et là, ça fait l'affaire, évidemment, de tout ce complexe militaro-industriel qui veut avoir toujours plus d'argent. Mais l'argent, ça ne viendra pas dans un contexte de libre-échange, ça vient dans un État qui va donner de l'argent pour ce développement-là. Et c'est pour ça que, ça c'est assez particulier, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le néolibéralisme, une importante différence entre le néolibéralisme puis l'extrême droite, entre le néolibéralisme puis le libertarianisme. Hein? Les libertariens disent on ne veut pas d'État du tout. Hein, c'est ça. Mais le néolibéral va dire, écoutez, l'armée, c'est important pour garder l'ordre dans le monde, puis aussi, l'État, il y a un pouvoir de contrôle social qui est assez important, ce que les libertariens ne reconnaissent pas. Mais en même temps, si on regarde le projet de Trump, parce que tout est toujours plus compliqué que la théorie, là, le projet de Trump, c'est quand même, il y a un projet de répression qui est très, très affirmé. Il veut réprimer ses adversaires, il veut que les pays étrangers associés à l'OTAN contribuent plus. Donc, il y a une espèce de contradiction, mais en même temps, si c'est ça qui va l'assurer de se maintenir plus facilement, plus de répression contre ses adversaires, bien là, il est prêt à faire cette espèce d'écart, si vous voulez, par rapport à ce que les libertariens veulent, c'est-à-dire le moins d'État possible. Il y a peut-être aussi le côté militaire, là. C'est que les usines de fabrication d'armement au Canada, c'est pas très développé. Et c'est peut-être une raison aussi qui explique qu'on n'investit pas, on n'a pas investi tant que ça. C'est que, dans le fond, ça ne profite pas à... C'est de l'argent qui s'en va ailleurs, finalement. Ouais, ça, c'est peut-être une raison aussi. Ouais, oui, exactement. J'ai beaucoup aimé, c'est un commentaire, j'ai beaucoup aimé votre dernière diapo. Je trouve que c'est des propositions très réalistes. En sous-texte, vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas mentionné, mais je comprenais aussi que vous n'êtes pas complètement opposé aux accords de libre-échange, mais dans la mesure où ça se fait correctement, donc à partir des paramètres que vous avez établis. Ouais. Pas seulement la même petite classe financière qui fait des profits vraiment énormes, puis sans qu'il y ait aucune redistribution de ça. Donc, puis sans qu'il y ait aucune préoccupation environnementale aussi. Ça, c'est quand même majeur aussi. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que, par rapport, la CSN a organisé un rassemblement en fin de semaine passée à Trois-Rivières pour lutter contre la privatisation du système de santé. Il y avait beaucoup de monde. Ça semble être un courant d'opinion qui va se répandre parce que les travailleurs du secteur public ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner l'appui de la population contre l'austérité puis contre les limites que Legault voulait imposer au secteur public. Je reviens à la question de l'armement. Est-ce qu'il n'y a pas un choix politique à faire entre les investissements dans l'armement et puis les investissements dans le secteur public? Puis est-ce que le mouvement populaire et syndical ne devrait pas reprendre la revendication des réinvestissements massifs dans le secteur public pour contrer les investissements dans l'armement, avec l'objectif de promouvoir la paix, de promouvoir une solution pacifique des conflits dans le monde ou quoi que ce soit qui amènerait en tout cas une diminution, une désescalade des tensions.
Ben, écoutez, je suis 100% d'accord avec vous. C'est exactement ça qui devrait se faire. Puis c'est ça qui est embêtant avec les pressions de Trump. On a quand même, on n'est pas si pire que ça actuellement. Tu sais, le fait qu'on ne donne pas ce qu'on doit donner à l'OTAN, ça veut dire que nous, on a d'autres priorités. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui est le plus important, l'armement. Ce n'est pas ça qui est le plus important, la défense. On est mieux mettre notre argent ailleurs où ça profite vraiment à la population. Alors, si on suit ce que Trump nous demande, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des reculs dans des choses qui sont bien plus importantes pour nous que d'avoir des armes qui ne servent pas. Hein, ça ne sert pas, là. L'armée, ça nous coûte une fortune, puis ça sert finalement très peu. Quelquefois, en cas de catastrophe, mais il pourrait y avoir bien d'autres solutions que l'armée aussi. Hein. Donc, c'est des sommes énormes qui sont dépensées pour rien, finalement. Voilà. Et pour la question de la santé, quand même, c'est intéressant de voir parler de la privatisation de la CSN qui est agi. C'est intéressant de voir que à l'époque, la grande époque néolibérale, qu'est-ce que c'était la menace? C'était une privatisation qui était faite selon le principe d'utilisateur-payeur. C'est ça, ils voulaient nous faire payer pour chaque consommation de services. Hein? Maintenant, on est à une période que je qualifie personnellement de post-néolibérale. Donc, on voit le problème d'une manière complètement différente. Hein? On dit, là, on ne fera pas payer, l'accessibilité va rester ce qu'elle est, sauf que ça va être fait par le privé plutôt que par le public. Mais pourquoi? Il y a deux avantages de ça, entre guillemets, avantages pas pour nous, là, c'est que des entreprises privées peuvent avoir un marché dont ils étaient privés, et ça, on sait que les entreprises privées ont un intérêt énorme pour tout ce qui est service public. Nous, on peut le faire, puis on va se faire du profit avec. Et évidemment, ça coûte plus cher aussi. Et en plus, on a moins de contrôle. Les syndicats ont évidemment moins de contrôle parce que ces entreprises privées décident s'ils vont avoir des syndicats. Ce n'est pas elles qui décident, mais enfin, souvent, la syndicalisation est moins avancée dans le privé que dans le public. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Donc, c'est ce que défend, d'une certaine manière, le gouvernement Legault en permettant ça. Hein, et la CSN a tout à fait raison de s'opposer à cette nouvelle logique qui s'impose, qui est en train de se mettre en place et qui donne aussi des grandes injustices. On a vu les agences privées en santé, auprès des infirmières, tous les dommages que ça peut faire au système. Hein. Donc, on voit que ce n'est vraiment pas la solution. Parfait. On irait avec une dernière question. Oui. Peut-être juste une idée qui m'est venue à l'esprit, là. Parce que vous avez fait un lien aussi avec l'environnement. Le libre-échange nuit à l'environnement. C'est bien ça. Donc, on en vient... J'en venais presque à me dire, dans le fond, c'est le néolibéralisme a eu un effet, a été un accélérateur important de la crise climatique. De la crise climatique, dans le fond. Qui me fait presque me demander, dans le fond, dans une utopie, si cette crise-là n'aurait pas eu moins d'ampleur si on n'avait pas pris ce chemin-là. Mais certainement, toute cette mentalité de libre-échange, d'expansion du commerce international en éliminant les lois, et entre autres les lois environnementales, ça nous a fait perdre des années précieuses de combat contre les changements climatiques et aussi contre tous les problèmes reliés à la pollution. C'est terrible ce que ça a fait, le libre-échange. Je ne pense pas que j'exagère. En s'attaquant à ce point-là, puis comme je vous ai dit, les poursuites contre les gouvernements, puis les menaces, c'est les questions environnementales. C'est ça la première cible que les entreprises ont faite. C'est les lois environnementales, ça les emmerde, ils n'en veulent pas. Ils appellent ça des obstacles au commerce dans leur vocabulaire. Ils disent que c'est du protectionnisme camouflé, alors que c'est absolument nécessaire et que nous, ici, dans la salle, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, on trouve que ce qui était mis en place, ça n'allait même pas assez loin. Hein, on a perdu un temps fou avec ça. Et là, le problème, c'est qu'avec tous ces gouvernements d'extrême droite qui sont plus ou moins climato-sceptiques, on va encore perdre un temps fou dans une période d'urgence climatique. C'est vraiment consternant. Hein? Mais je pense que c'est ça. Il ne faut pas se décourager non plus. Il faut rappeler que toutes ces questions-là, c'est des questions vitales, des questions de vie ou de mort pour tellement de gens ici sur la planète. Donc, voilà. Un grand merci, oui.
Un grand merci, M. Vaillancourt. Je terminerai avec, avec nous, hein, en tant que citoyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? C'est très grand tout ça, c'est des grands dossiers. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Je ne sais pas si vous pouvez nous parler présentement, s'il y a des actions qui s'en viennent en lien avec ça que vous faites ou les autres dossiers aussi. Hein. Vous avez quand même le lobbyisme, les grands dossiers des lobbies aussi entre les mains. Fait que si vous voulez nous parler un petit peu des actions que nous, ici, on peut faire et que ATTAC fait. Oui, bien, dans le fond, on s'est posé la question à ATTAC et pour nous, c'est très important dans notre réflexion. Là, on s'est dit, mais comment ça se fait que ces accords se concluent? Comment ça se fait que les gouvernements font si peu pour l'environnement? Comment ça se fait qu'on est conscient de tous les problèmes et qu'il y a si peu de solutions qui sont mises en place? C'est quoi le bug, comme on dit en bon québécois? Bien, on s'est rendu compte que chaque fois que des avancées sociales sont bloquées, qu'est-ce qui se cache derrière? Des groupes de lobbyistes, des entreprises qui vont voir les gouvernements qui disent « c'est pas une bonne idée les mesures environnementales, c'est pas une bonne idée telle et telle affaire. Hein? Donc, c'est pas une bonne idée, je sais pas, d'empêcher les OGM puis les pesticides de se répandre. Hein? Des exemples comme ça sont extrêmement nombreux. Alors, nous, on s'est dit, on va essayer de viser cette clé fondamentale qui bloque tout, qui permet de barrer la porte, là, qu'est le lobbyisme intensif. Donc, on a décidé de s'attaquer à ça. Alors, on va le faire de deux manières. D'abord, on est en train d'examiner la loi sur le lobbyisme au Québec, puis on est en train de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre beaucoup plus contraignante pour les entreprises. Donc, ça, c'est notre première affaire qu'on veut. Puis là, on est quand même en dialogue là, avec le commissaire, le lobbyiste, puis aussi avec le gouvernement du Québec qui veut changer la loi. Bon, je ne pense pas qu'il veut la changer de la bonne manière, mais au moins, il va nous entendre sur ce que nous, on trouve important de faire. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose qu'on fait, on veut décerner le prix du lobby de l'année. Alors, quel est le lobby le plus actif? Donc, on a une série de critères. Hein? Qu'est-ce que font les compagnies? Là, on va en choisir un. On va regarder cette compagnie fait ça, fait ça, fait ça. On veut que ça soit très scientifique. On veut que ça soit appuyé. Ce n'est pas une question d'humeur. C'est comme ça que cette compagnie procède. Alors, ça va devenir très pédagogique parce qu'on va pouvoir montrer comment se fait le lobbyisme. Hein? Et ça ne se fait pas juste l'influence au gouvernement, ça se fait aussi sur ça se fait sur l'opinion publique. Et dévoiler ça, puis on va avoir, chaque année, on va avoir le lobby de l'année, puis on va expliquer comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce que c'est ces démarches, combien de fois ils rencontrent les élus, c'est quoi ces campagnes publicitaires, c'est quoi qu'ils mettent de l'avant. Donc ça, on veut montrer comme ça le mécanisme du lobbyisme, comment ça se passe. Et ce qu'on dit aussi, c'est que c'est profondément injuste. Nous, on essaye de parler aux élus, on essaye d'influencer l'opinion, mais eux, ils ont des moyens 10 fois plus élevés, 10 fois plus puissants. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Hein? Enfin, c'est ce qu'on se dit, nous. C'est un petit peu, comme on voit, dans notre façon de penser. Donc, si vous voulez suivre ça, il faut nous appuyer là-dedans. On pourra garder les liens aussi pour c'est ça, développer cette campagne. C'est la campagne la plus importante, disons, d'attaque pour cette année, puis on devrait se poursuivre aussi d'une année à l'autre. Parfait, un grand merci. Alors, vous pouvez suivre ATTAC en ligne, attac.org, puis les Amis de la Terre également, donc atquebec.org. Un grand merci. Merci à vous.